Merci Christian pour cette sympathique introduction. Je voudrais avant de commencer saluer la présence de Jacques Malbrook, qui était mon enseignant, mon prof de géographie en secondaire et qui m'a certainement donné l'envie d'étudier la géographie à l'université. Et puis je resalue Christian qui m'a donné l'envie de continuer à faire la géographie et qui m'a convaincu dans mes choix. Et je salue également la présence de mes étudiants du master en transport qui sont assis là discrètement. Alors le titre, donc vous l'avez, je vais déjà passer le plan d'exposé pour gagner un peu de temps et peut-être dire deux mots d'abord sur ce qu'est la toponymie. Il y a une toponymie classique qui est faite d'étymologie et de taxonomie. Ça passionne beaucoup de monde, peut-être moins les géographes. On fait des classements, on analyse l'origine du nom des lieux, etc. Ce qui intéresse peut-être plus les chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines et donc les géographes, c'est ce qu'on appelle la toponymie critique, qui s'intéresse aux aspects politiques et sociaux du fait de donner un nom au lieu et qui reconnaît le fait que lorsque les pouvoirs publics, les autorités, l'État nomment des lieux, ils ne le font pas de manière neutre ou détachée de tout système de valeurs. Ils transmettent au nom des lieux un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs du régime et des groupes sociaux qui sont en place. Et donc il y a une idéologie qui se retrouve dans le nom des lieux. Et pour ne donner qu'un simple exemple, vous savez bien que quand il y a eu des guerres, des changements de régime, une colonisation, une décolonisation, une révolution, une contre-révolution, il y a toute une série de noms de lieux, de plaques de rue qui vont littéralement changer, puisqu'il y a des gens qui appartiennent au système précédent qu'on ne veut plus glorifier, et des gens qui appartiennent à un nouveau régime, ou que le nouveau régime veut valoriser, et qui vont faire leur apparition dans le nom des rues, des places, etc., etc. Alors, quelques exemples pour vous en convaincre. À Madrid, en Espagne, l'histoire nationale espagnole est glorifiée, notamment cette fameuse place du 2 mai, qui est la date des éléments révolutionnaires contre le régime français. Et dans de nombreuses rues madrilènes, vous allez trouver des généraux, des hommes d'État espagnols, symbole d'une unité nationale qui est peut-être de façade, mais que à laquelle Madrid veut encore croire. Par contraste, au pays catalan, et en particulier à Barcelone, ce ne sont pas les grands héros nationaux qui sont glorifiés dans la toponymie locale, ce sont plutôt des artistes ou des hommes politiques ou des notables locaux. Donc, par exemple, Gaudí. Et j'ai un collègue catalan qui m'a envoyé une liste très longue de noms de rues qui sont typiques de Barcelone et qu'on ne retrouve pas à Madrid, mais je n'ai pas trouvé les images de plaques de rues sur Internet, donc je ne peux pas vous les montrer. Alors, en Île-de-France, donc Paris et sa banlieue, vous connaissez peut-être Guy Môquet, qui était un célèbre résistant communiste, fusillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien, vous trouvez en Île-de-France 44 rues Guy Môquet, dont une à Paris. Elles sont une quarantaine sur les 44, elles sont presque toutes ces rues Guy Môquet sont dans ce qu'on appelle la ceinture rouge de Paris, donc ces communes qui étaient jadis communistes pour l'essentiel ou éventuellement socialistes. Et malgré la tentative de Nicolas Sarkozy de récupérer, lorsqu'il était président, de récupérer Guy Môquet, vous ne trouvez pas de rue Guy Môquet à Neuilly. Et au contraire, à Neuilly, vous trouvez toute une série de personnes conservatrices ou réactionnaires, mais certainement pas des révolutionnaires étiquetés communistes. Martin Luther King, qui est quand même un personnage qui fait partie de l'histoire des États-Unis, eh bien, il y a bien dans toutes les grandes villes américaines une avenue Martin Luther King, mais c'est loin d'être en général la grande rue majestueuse centrale. Ce sont plutôt des rues reléguées dans des banlieues que personne ne fréquente. Voici le cas de Boston. Donc le centre de Boston est ici. L'avenue Martin Luther King est là. Et voilà à quoi elle ressemble. C'est une bête avenue avec des bêtes immeubles de part et d'autre. Ça n'a rien de prestigieux, ça n'a rien de grandiose. Si vous faites le même exercice avec des avenues Ronald Reagan, George Bush ou autres,
vous allez trouver tout autre chose, évidemment. En Israël, je ne parle pas des territoires occupés, mais en Israël au sens strict, la toponymie arabe qui existait dans les villes et villages hérités d'avant l'indépendance, donc la toponymie arabe a largement disparu. Donc voilà un exemple qui vient d'auteurs qui ont analysé une ville qui était jadis arabe, donc Ramleh. Vous avez une typologie des noms de rues, c'est peut-être un peu petit et je vous prie de m'en excuser. Il y a presque un quart des noms de rues qui renvoient à l'historiographie nationale et sioniste israélienne, presque 30% de noms typiquement hébraïques, et il reste tout simplement 0 nom de rue typiquement arabe. Les rues ont été rebaptisées. Donc ça montre bien que le changement de régime se retrouve dans le nom des rues. Et alors bien sûr, tout pays va honorer ses victoires et masquer ses défaites. Donc voilà ce que vous trouvez typiquement à Londres et que vous ne verrez jamais en France. C'est une gare Waterloo. Et par contre, en France, vous trouverez facilement Austerlitz un peu partout, puisque là, les Français ont gagné, et donc ils sont bien contents de valoriser leur victoire. Alors, on peut aussi dire que la toponymie est genrée. Il y a une inégalité homme-femme. Donc voici Marseille. À Marseille, pour 3 noms de rues féminins, vous trouvez 97% de noms de rues masculins, ce qui fait un déséquilibre particulièrement spectaculaire. Voilà donc le contexte. Et la question que je voudrais examiner avec vous ce soir, c'est de voir ce qu'il en est des stations de métro. Les stations de métro ont ce site particulier, surtout dans une ville comme Bruxelles, de se surimposer à une ville qui existe déjà et où les toponymes sont donc déjà présents. Et donc, les stations de métro doivent bien porter des noms qui permettent au public de se repérer dans la ville. Mais pour autant, les noms sont-ils aussi neutres que cela? C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, pour conduire cette recherche un peu atypique dans l'absolu et par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai d'abord été interviewé les pères fondateurs du métro bruxellois, dont l'un était un vieil ami de mon grand-père. Donc ça nous fait 4 ou 5 personnages qui malheureusement ne convergent pas toujours entre eux. Alors, soit ils ont la mémoire qui défaille un petit peu, soit ils n'ont pas retenu les mêmes choses, ou ils n'ont pas les mêmes éléments du débat ou du dossier. Donc ça n'est pas toujours facile. Alors j'ai eu accès aux archives de la STIB, où j'étais encore la semaine passée pour copier quelques documents. Donc j'ai passé de très longues journées à examiner tout ce que la STIB avait comme archives sur le dossier, et je tiens à remercier la STIB. J'ai eu des échanges passionnés et passionnels avec un passionné du dossier dont le hasard a fait qu'il a travaillé à l'administration régionale de la mobilité, qui m'a donné une série d'indices qui m'ont permis d'orienter mes recherches. J'ai bien sûr tenu compte de la toponymie locale, donc du nom des rues autour des stations, pour voir si les choses collaient ou pas. Et puis j'ai tenté de prendre du recul en ayant en tête notamment les clivages qui divisent notre pays. Alors, quelles sont les conventions, quels sont les usages normaux pour le choix du nom des stations de métro? Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a 69 noms de stations de métro, donc soit 69 noms qui ont été attribués par les pouvoirs publics. Alors, ce qui arrive pas souvent, mais quand même assez fréquemment, ça m'a surpris d'ailleurs de découvrir cela dans les archives de la STIB, ce sont des suggestions spontanées. Donc des gens à qui on n'a rien demandé, mais qui écrivent soit à la STIB, soit au ministre, pour suggérer un nom. Alors voici un exemple parmi d'autres, c'est la Fondation Maurice Carême, qui écrit pour que la future station qui va un jour se trouver pas très loin du boulevard Maurice Carême à Anderlecht, sur un des derniers prolongements vers Erasme, porte le nom du poète Maurice Carême. Et donc, comme souvent dans ce genre de lettres, il y a une petite argumentation, donc je ne vais pas vous la lire, mais
on explique tous les bienfaits de M. Maurice Carême. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que comme les travaux ont pris beaucoup de retard, la Fondation peut rappeler ses lettres précédentes de 83, 89, et on est en 95, ils ont encore pu en écrire après, donc la Fondation a suivi le dossier pendant longtemps. Alors il y en a comme ça toute une série, il y a des descendants du bourgmestre Fontenas qui auraient préféré Fontenas plutôt que Anessens, un descendant du physicien et astrophysicien, je pense, Auguste Piccard, qui ne savait pas très bien où mettre une station Piccard, mais qui voulait une station Piccard. Il y a la société anonyme Moulinsart qui voulait en tout cas une station RG. Il y a le pouvoir organisateur et les autorités de tutelle du CERIA et du COVI qui ont insisté pendant longtemps également pour avoir une station. Il y a le comité olympique belge qui aurait bien vu une station Ivo Van Damme pour la station Roi-Baudouin. Pour la même station, M. Libars, qui était directeur de la commission artistique des infrastructures de déplacement, mais surtout grand maréchal de la cour pendant tout un temps, qui a proposé une station Atomium aussi pour Roi-Baudouin. Ce n'est pas vraiment le meilleur endroit puisque la station Ezel est plus proche, mais en tout cas il a écrit pour Atomium. Le ministre Cerex est un jour allé promener à Matongué et a proposé qu'on débaptise la station Port de Namur au profit de Matongué. J'en passe et peut-être des meilleurs. Alors en fait les choses ne se passent pas comme ça, normalement, en tout cas officiellement. Officiellement, il y a d'abord les ingénieurs, bien sûr, qui travaillent, qui font des plans, etc. Et les ingénieurs ont eux-mêmes un nom de station qui est dans leurs esprits. Ensuite, le conseil d'administration de la STIB arrête une fois pour toutes un nom et il soumet ce nom au ministre qui a les transports dans ses attributions. Ministre national jadis, ministre régional aujourd'hui. Et le ministre dispose. Donc, in fine, c'est bien le ministre des Transports qui peut décider du nom des stations de métro. Souvent, il valide le choix officiel de la STIB. Parfois, il n'est pas d'accord, ou parfois, il impose directement son choix par avance. Alors, il y a une ligne de conduite plus ou moins formelle, c'est pas très clair, mais en tout cas, on utilise des noms propres. Le plus possible issus de la toponymie locale. Donc, il s'agit bien d'aider les passagers à se repérer. S'il y a moyen d'honorer des personnages que l'on estime méritants, eh bien, on le fait. On évite le nom de longues artères pour éviter que les gens ne sachent pas exactement où ils vont être. Donc, vous ne trouverez pas chaussée de Wavre, par exemple, ou chaussée de Louvain, ou chaussée de Ninove, qui ne permettraient pas de dire où est-ce qu'on se trouve sur la rue. Au moins, dans un premier temps, on a favorisé des noms unilingues, et en particulier pour les terminus, pour essayer de simplifier l'affichage. Et les noms doivent, dans la mesure du possible, être courts, et en particulier pour les terminus, parce que les écrans d'affichage ont une longueur qui est limitée. Il y avait en tout cas avant 13 caractères, moins le numéro de la ligne, moins le petit espace. Et comme il y avait jadis un A et un B, ça fait 2 caractères, plus l'espace, donc il restait 10 caractères pour le nom du terminus, ce qui ne fait pas grand-chose. Ça, c'est la version normale, et ça donne toute une série de noms qui sont effectivement courts, simples et efficaces. Alma, Bécane, Stomberg, éventuellement Parc avec sa traduction, mais on comprend bien de quoi il s'agit, Ankar, Madou, Mérode, Thieffry, Pétillon, etc. Il y a comme ça toute une série de noms particulièrement courts et simples. Alors, avant de passer à la question de la valeur et des enjeux, qui est le cœur de l'exposé, je voudrais peut-être discuter un petit peu des liens entre la toponymie locale et le nom des stations. Je pense qu'il y a toute une série de cas où l'identité toponymique du quartier est à ce point forte que le nom de la station ne fait pas débat. Voici quelques exemples. Ce sont les étoiles en rouge sur cet extrait du plan. Je pense que la Bourse, la gare centrale, la gare du Midi, la Porte de Namur, tout ça, ce sont des noms, même la place Roger, la gare du Nord, tout ça, ce sont des noms qui s'imposent en tant que tels. Je pense que personne ne va aller proposer que la station de métro gare centrale soit appelée
Carrefour de l'Europe, qui est le nom du carrefour à la sortie de la gare centrale. Je pense que ça coule vraiment de sens d'appeler la station comme ça. Et à la limite, on pourrait même dire que dans ce cas-là, le nom de la station fige définitivement l'identité toponymique du quartier en la renforçant. Dans certains cas, le nom de la station peut même aider à requalifier le nom lorsque les choses ont changé. Donc, par exemple, la place Roger, où se trouvait la gare du Nord jadis, était plus connue comme la gare du Nord. Une fois la gare du Nord décalée d'environ 500 mètres vers le nord, l'identité toponymique du quartier devient plutôt la place Roger, et cette identité a sans doute été renforcée par le fait d'avoir une station Roger, de surcroît une station importante. Dans d'autres cas, les lignes de conduite, et en particulier le fait de ne pas considérer les longs noms d'axes de rues, vont conduire à aller chercher des noms moins connus qui correspondent, si vous voulez, à la petite rue qui est à côté de la station et que peu de gens éventuellement connaissent. Je vous donne un exemple ici avec la station Pétillon, qui se trouve ici. Elle a un accès principal qui est sur l'avenue des Volontaires. On aurait pu appeler la station Volontaire, ça aurait imposé une traduction, et surtout l'avenue des Volontaires est assez longue. Donc on est allé chercher la rue Major Pétillon, on a appelé la station Pétillon. C'est simple, c'est court, il ne faut pas traduire. Personne ne sait qui est Pétillon, ça n'a pas beaucoup d'importance. On sait que c'est la station Pétillon, et à la limite, pour bien des gens, le quartier doit s'appeler Pétillon maintenant et plus Volontaire. Dans d'autres cas, on a pris non pas un nom qui est inconnu, mais en tout cas quand même une rue ou un petit square sur le côté de la station qu'on ne connaît pas vraiment. Et je vous donne un exemple avec la station Mérode, donc qui est la station la plus proche du parc du Cinquantenaire, qui se trouve dans ce qu'on avait l'habitude d'appeler avant la porte de Tervuren. Porte de Tervuren, Tervurspoort, ça fait quand même long. Cinquantenaire, Jubelpark également. Rien qu'avec ma façon de prononcer, vous comprenez que les traductions, ce n'est pas nécessairement idéal. Eh bien, ça tombe bien. Sur le côté, il y a un petit square Prince Jean de Mérode, qu'à peu près personne ne connaît. Par contre, la famille de Mérode est quand même une famille qui est relativement connue dans l'histoire de Belgique. Alors, il y a bien le bourgmestre d'Etterbeek qui avait aussi également proposé Arcade, mais finalement, on s'en tient à Mérode. De nouveau, c'est court, c'est simple. Il ne faut pas traduire, et pour tout le monde, maintenant, le nom Mérode est bien présent dans les esprits. Je pense qu'il y a plus grand monde qui doit savoir que le quartier était celui de la porte de Tervuren. À la limite, le Cinquantenaire, ça on ne peut pas le rater, il est quand même visible. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que le nom de la station a contribué à refaçonner l'identité toponymique du quartier. Et je pense que si vous êtes dans le métro, vous entendez des gens au téléphone qui disent « rendez-vous à Mérode dans 10 minutes ». Ça montre bien que c'est le mot Mérode maintenant qui, au moins pour les usagers des transports en commun, est devenu le nom qui prévaut sur toute identité toponymique préexistante. Alors j'en viens à ce qui est sans doute la partie la plus amusante, qui est la question des valeurs et un certain nombre d'enjeux autour du nom des stations. Alors, Christian van der Moten, qui a introduit cette séance, a un jour participé à un livre qui s'appelle « Les fractionnements sociaux de l'espace belge », avec un groupe qui s'appelait « La mort subite », parce qu'ils se réunissaient, on peut le dire aujourd'hui, dans le café du même nom. Et donc, dans ce livre, vous pouvez lire que, en tout cas sous la plume de Christian, que la Belgique est un État-nation failli. Il n'y a pas une unité dans notre pays qui est aussi forte que ce qu'on peut constater en France, par exemple. Il y a bien un État traversé par les forces centrifuges que vous connaissez bien sûr, mais la nation, au sens de la communauté émotionnelle, n'est pas ce qu'elle est dans d'autres pays. Et comme il n'y a pas un État-nation fort, on ne trouve pas une exaltation de l'unité nationale et de tous les héros réels ou supposés dans le nom des rues du pays en général, mais y compris de sa capitale. Et donc, comme on ne trouve pas
dans la toponymie des rues de Bruxelles toute une série de héros à des degrés divers, vous ne les retrouvez pas non plus dans le nom des stations de métro. Et donc je pense qu'il y a une différence fondamentale entre une ville comme Paris, par exemple, où vous trouvez République, Charles de Gaulle, Nation, 4 septembre, qui est, si je me souviens bien, la date de proclamation de la Troisième République, Gambetta, qui a été un de ses artisans, Gallieni, qui est un des grands agents de la colonisation française, un général comme Dugommier, Austerlitz, où les Français ont gagné, des grands chercheurs comme Pierre et Marie Curie, une école militaire, je ne dis pas qu'on n'en a pas une en Belgique, mais en tout cas, il n'y a pas de station de métro, école militaire. En Belgique, on a quand même le trône, on a le roi Baudouin, et puis voilà, on a Thieffry, Rogier, Lemonnier, Jacques Brel, on peut dire que ça sort un peu, la notoriété sort un peu des frontières belges quand même, et puis Demer, Herman de Brou, alors Eddy Merckx, on doit sans doute un peu le connaître à l'étranger, et Horta, dont je ne suis pas sûr qu'il soit aussi connu que d'autres architectes internationaux. Donc vous voyez bien la différence entre une capitale d'un État-nation fort comme la France et une ville comme Bruxelles qui se trouve au milieu du jeu de quilles d'un État traversé par des forces centrifuges importantes. Alors, dans ce contexte, la monarchie fait son apparition assez tardivement dans les noms de stations de métro. Il faut attendre... on peut discuter de Steuvenberg, mais pour le reste, il y a la station Luxembourg qui est débaptisée en 92 et qui devient Trône, et qui est débaptisée, alors, semble-t-il, pour des questions de signalisation routière régionale. C'est les fameux poteaux bleus avec le petit logo Pentagone et un petit point dessus. Donc dans les jalons de cette signalisation, il y a la place du Trône qui a été choisie, et il a alors été proposé de faire coïncider le nom de la station de métro avec le jalon de la signalisation routière qui est au-dessus. En 1993, dans la foulée du décès du roi Baudouin, la dernière station qui devait s'appeler Amandier, avec une traduction qui n'aurait jamais tenu sur les écrans électroniques. Donc le roi Baudouin apparaît dans la foulée du décès, qui a suscité une émotion qui n'était quand même pas négligeable. Vous voyez ici la foule qui se presse devant le palais pour rendre hommage au souverain défunt, et dans la foulée, le stade du Heysel, dont on ne voulait pas spécialement garder le nom qui rappelait des mauvais souvenirs également, le stade est rebaptisé Roi Baudouin, et donc il apparaît assez logique que la station qui sera tout près s'appellera Roi Baudouin également. Simonis, qui est une station folle où vous avez 2 lignes avec certaines qui passent 2 fois et où personne n'y retrouve ses chatons. C'est dédoublé, mais parce qu'il fallait bien dédoubler le nom de la station, pense-t-on, pour aider les gens à se repérer, a été dédoublé en Simonis Léopold II, Simonis Elisabeth, mais comme les gens ne se sont pas retrouvés mieux pour autant, Simonis Léopold II est redevenu Simonis, donc Léopold II a fait une apparition de quelques années, mais a redisparu, et Simonis Elisabeth est devenue Elisabeth en tant que terminus, donc ça apparaît d'autant plus dans les esprits, puisque le terminus est affiché sur les plans, les écrans, etc., etc. Alors pour la petite histoire, quand la STIB se propose d'appeler une station Roi Baudouin, elle écrit quand même au palais pour demander l'autorisation. Donc elle ne fait pas ça sans demander l'accord du souverain. Et dans un premier temps, on imagine d'appeler la station Baudouin. Baudouin-Boudouin. Le palais répond que le souverain est très honoré, mais que l'hommage serait tout à fait adéquat si on écrivait Roi Baudouin, et pas seulement Baudouin. Ce à quoi la STIB répond pas de problème, sauf que Roi Baudouin, ça ne tient pas sur les écrans avec les 10 caractères, et donc la STIB demande l'autorisation au cabinet du roi d'appeler la station Roi Baudouin, mais de n'afficher que Baudouin sur les écrans. Ce qui veut dire donc sur les plans officiels, les panneaux dans le métro, il est bien écrit Roi Baudouin, mais sur les écrans, on n'écrit que Baudouin.
on est sauvé, le palais accepte, et donc on a une station dont le nom est amputé sur les écrans électroniques, mais qui officiellement s'appelle bien Roi Baudouin. Voilà, ça c'est la réponse qui dit que OK pour Baudouin sans le roi sur les écrans électroniques. Alors, faute de grandes valeurs nationales, faute de grands héros, de victoires phénoménales et autres mythes nationaux, on va un peu chercher des héros de rechange, avec une historiographie qui est moins ou pas du tout nationale. On va chercher Jacques Brel, qui est plutôt un choix francophone, j'en reparlerai tout à l'heure. On va chercher Horta, à une époque où la région bruxelloise a été créée, se cherche une identité et fait usage de l'art nouveau pour essayer de se promouvoir, notamment sur le plan touristique, mais aussi, je pense, en termes d'identité régionale. Et donc on néglige dans ce cadre Barrière ou Van Menem, qui était le nom qui avait été préchoisi auparavant. Et on va chercher Eddy Merckx. Alors ça a fait beaucoup jaser, parce que Eddy Merckx est le seul qui a donné son nom à une station étant vivant. Ça, la STIP n'a vraiment pas aimé, parce que ça ouvre potentiellement la porte à toute demande farfelue ou pas, mais en tout cas à des demandes de nombreux vivants, ou d'amis des vivants, si les vivants ne demandent pas eux-mêmes. Mais donc tout le monde sait qu'Eddy Merckx était un grand copain du ministre des Transports, Jos Chabert. Et donc, adieu Maurice Carême, c'est dommage pour la fondation qui avait écrit tant de lettres, et bonjour Eddy Merckx. Et bonjour Eddy Merckx à la place. Il est quand même bon prince, puisqu'il a offert un de ses vélos qui se trouve dans une vitrine en acier, en verre bien renforcé, pour qu'on ne vole pas le vélo en question. Mais donc si vous allez à la station de métro Eddy Merckx, vous pouvez voir de près un de ces vélos. Alors, de temps en temps, il y a des conflits, et parfois des conflits très importants. Le plus important, peut-être pas le plus important sur la place publique, mais peut-être le plus violent dans les écrits et les réactions suscitées, tient au cas de Hergé. Donc, vous savez que la station qu'on appelle aujourd'hui Stockel, qui est au terminus de la ligne 1 du métro, est décorée par une grande fresque avec tous des personnages de Tintin. Alors, dès 1983, donc plusieurs années avant l'inauguration, le ministre des Transports, Herman De Croo, à qui on n'avait encore rien demandé, écrit à la STIB, dans le cadre d'autres noms de stations, en se déclarant par avance d'accord avec Hergé. Personne n'avait eu l'idée d'appeler la station Hergé, mais Herman De Croo dit « si vous voulez Hergé, c'est d'accord ». Alors, ça finit par se savoir, ça passe dans la presse, et là, il y a une réaction indignée, on peut le dire comme ça, du Front de l'Indépendance, qui est un mouvement résistant issu de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un peu petit, mais il rappelle que l'attitude d'Hergé durant la guerre était loin d'être celle qui aurait été du bon côté. Et le Front de l'Indépendance dit qu'on peut trouver facilement des héros plus glorieux, si pas dans la toponymie locale, au moins dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, et qu'on pourrait facilement trouver des héros fusillés à honorer plutôt que Hergé. Et en appui de sa lettre, le Front de l'Indépendance photocopie ce journal clandestin, qui est une galerie des traîtres, qui dénonce toute une série de personnes qui ont collaboré ou qui étaient du mauvais camp à des degrés divers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il photocopie la notice relative à Hergé pour rappeler au ministre et à la STIB le passé de Hergé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, c'est Stockel qui est retenu du nom du quartier qui se trouve aux abords. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en 2006, un an avant le centenaire de la naissance de Hergé, la société anonyme Moulinsart écrit au ministre, donc à Pascal Smet en l'occurrence, en se réclamant de deux hauts placés de la STIB, dont le numéro 1 de la STIB, en demandant de rebaptiser la station Stockel au profit de Hergé.
l'année prochaine. Et Bon Prince, Moulinsart, société anonyme, propose quand même de le faire en 2 temps, donc de d'abord ajouter la mention RG, et puis de laisser tomber Stockel et de ne garder que RG. Alors, ça ne plaît pas à Woluwe-Saint-Pierre. En tout cas, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre rédige et vote une motion contre tout changement, non pas en argumentant sur le passé d'Hergé, c'est pas ça qui pose problème à Woluwe-Saint-Pierre. Ce qui pose problème, c'est qu'on va s'écarter de la toponymie locale, que pour tout le monde, le nom du quartier, c'est Stockel, que c'est un nom qui apparaît dans toute la ville, puisque partout sur les plans du métro, les afficheurs, etc., vous voyez Stockel qui apparaît, et Woluwe-Saint-Pierre a l'air d'y tenir. Donc on ne va pas changer le nom de la station, mais on est en Belgique, donc on va quand même faire un compromis. Et le compromis, c'est d'ajouter la signature d'Hergé à côté du nom de la station, mais de manière officieuse, enfin officieuse, visible néanmoins, mais la signature d'Hergé, le mot Hergé, le nom Hergé plutôt, n'apparaît que dans la station et nulle part ailleurs. Donc sur le plan du métro, dont voici un extrait, sur les panneaux, les écrans électroniques, tout ce que vous voulez, vous ne verrez jamais que Stockel, et donc Hergé a été ajouté de manière un peu honteuse, si vous voulez, même si le ministre et les hautes villes de la STIB étaient présentes le jour de l'inauguration de la nouvelle mention. Alors, il y a des cas où les contestations ont été quand même moins violentes. La station 4 août, qui finalement s'appelle Thieffry, a été donc... l'appellation 4 août a été contestée par le bourgmestre d'Etterbeek. 4 août, c'est l'envahissement de la Belgique par l'Allemagne en 14. Le bourgmestre a écrit jadis en disant que il y a beaucoup de fonctionnaires européens allemands sur sa commune et qu'il ne faudrait pas les froisser en mettant en avant le 4 août. Et donc, on est allé chercher Thieffry, qui pour le coup est quand même un aviateur héros de la Seconde Guerre mondiale, est bien connu, et comme il y a quand même une rue Thieffry dans le coin, ça tombait bien. Alors il y a Ossegem, qui a été contesté parce que bizarrement, la rue d'Ossegem s'écrit avec un H, que ce soit en français ou en néerlandais, dans la toponymie locale, et donc l'ancienne orthographe flamande sans le H n'a pas été... la nouvelle orthographe flamande sans le H n'a pas été utilisé dans la toponymie locale, et donc on a un cas où le nom de la station ne correspond pas strictement au nom de la rue tel qu'il est à côté. Il s'est trouvé 2 personnes pour s'en émouvoir, mais on en est quand même resté à Ossegem, même si c'est avec ou sans H, ça ne change pas grand-chose, mais voilà, des petits conflits moins importants. Alors ce qu'on retrouve dans le nom des stations de métro, ce sont en fait les 3 clivages fondamentaux de la Belgique, et le premier d'entre eux, me semble-t-il, est le clivage social. Alors, le clivage social s'exprime, je dirais, de manière indirecte au travers des métiers que l'on a bien voulu ou que l'on n'a pas voulu valoriser au travers du nom des stations de métro. Alors, un métier qu'on a bien voulu valoriser, c'est le fait de presser la monnaie. Donc, l'hôtel des monnaies, qui est la grande bâtisse aujourd'hui détruite, où l'on pressait des monnaies tant belges qu'étrangères. Vous comprenez bien que presser la monnaie, c'est une activité noble, et donc ça, il n'y a pas de problème pour le retrouver dans le nom des rues du métro. Et je dirais à contrario de toutes les règles que je vous ai précisées auparavant, puisque la rue Hôtel des Monnaies est particulièrement longue. L'échelle est ici, donc on a une rue qui doit faire 600-700 mètres. Si on s'en tient aux critères de base, on n'aurait sans doute pas dû retenir Hôtel des Monnaies. Il n'empêche qu'on l'a retenu et que dans la station, vous trouvez certains éléments décoratifs qui rappellent bien la proximité de l'Hôtel des Monnaies dans le quartier. Ce que vous ne trouverez pas, par contre, c'est les abattoirs. Prendre le métro pour les abattoirs, ça, franchement, ça n'a pas l'air d'avoir été une bonne solution. En plus, la station a longtemps été un terminus, et donc il aurait fallu apposer une traduction.
Maintenant, sommes-nous si loin des abattoirs? Parce qu'à la place, on est allé chercher Clemenceau. Il y a bien une avenue Clemenceau, mais je vous invite à relire les écrits et les positions de Clemenceau dans le cadre de la Première Guerre mondiale, grande boucherie par excellence. Clemenceau a voulu que la guerre se termine non pas par un armistice, mais par l'écrasement de l'Allemagne. Et donc la guerre a sans doute été prolongée de par la volonté, au-delà de ce qui était nécessaire, de par la volonté de Clemenceau. Et donc on est bien involontairement dans un retour à la boucherie malgré tout, même si c'est un peu malheureux. Autre métier moins noble que de presser la monnaie, c'est le marché aux poissons, le fameux Vismet, qui se trouvait exactement au-dessus de la station de métro Sainte-Catherine. On n'a pris ni Vismet ni marché aux poissons. On est allé chercher Sainte-Catherine, qui est l'église et la place qui l'entoure, qui est un peu à l'écart de la station. Donc même si le nom est rentré dans les mœurs, c'est que beaucoup de gens pensent que les quais aux briques et aux bois à brûler, je pense, qui sont juste au-dessus, correspondent à la place Sainte-Catherine. La place Sainte-Catherine est un peu à l'écart. Donc là aussi, on a tourné le dos à une activité qui renvoie à des métiers populaires et qui renvoie peut-être aussi au vieux Bruxelles qu'on était en train de faire disparaître sous le coup de la modernisation de la ville de l'époque. Alors on tourne le dos également à Birmingham, qui était le nom prédestiné pour la station qui finalement va s'appeler Delacroix. Birmingham, ou le petit Birmingham, c'est le nom du quartier industriel qui s'étalait au nord de la station. Quand on inaugure la station il y a plus ou moins 10 ans, tout ce passé industriel est révolu et on ne veut plus l'honorer, semble-t-il. En tout cas, le ministre des Transports de l'époque, qui est par ailleurs le secrétaire perpétuel qui nous reçoit aujourd'hui, impose Delacroix à la place de Birmingham. Alors on retrouve le deuxième clivage de la Belgique. Je l'ai fait dans le désordre, hein, ne croyez pas que je fais une hiérarchie entre les clivages. On retrouve le deuxième clivage qui est le clivage philosophique, donc le clivage laïque catholique si vous préférez. Alors pas vraiment de manière passionnée, c'est un peu comme le clivage social, il apparaît de manière relativement discrète. D'abord l'UCL obtient que la station qui va desservir son campus de Bruxelles s'appelle Alma. Et donc il y a une lettre, tout ce qu'il y a de plus officiel, émanant des plus hautes autorités de l'UCL, qui demande que la station s'appelle Alma, en référence au foyer estudiantin ou même plus général qui se trouve à Leuven et qui s'appelle l'Alma, écrit avec des grands caractères. Et donc en souvenir de cela, semble-t-il, l'UCL demande Alma, ce que le ministre va concéder sans problème. Alors pour la petite histoire, l'UCL obtient le soutien du conseil communal de Woluwe, qui était à l'époque dirigé par le bourgmestre catholique Fallon, et donc il y a un soutien tout à fait clair à ce propos. Alors côté ULB, là j'avoue que je dois utiliser le conditionnel parce que les pères fondateurs, il y en a un dans la salle d'ailleurs, les pères fondateurs ne sont pas complètement d'accord sur l'interprétation de delta, mais il y a quand même l'idée qu'on savait que l'ULB allait venir sur le campus d'à côté. Vous savez que le triangle maçonnique est un symbole inaliénable de l'ULB. On le retrouve dans le L ici, on le retrouve dans le logo de certains cercles, on le retrouve jusque dans la forme de la bibliothèque des sciences humaines sur le campus du Solbosch. Et donc en hommage, ou en clin d'œil plutôt, on va appeler la station Delta, sur ordre du ministre de l'époque d'ailleurs. Donc voilà, alors là on est dans un cas intéressant aussi, je fais une parenthèse, mais je pense que la station Delta a vraiment bien donné une identité toponymique au quartier. Je pense que même les automobilistes qui n'ont jamais mis un pied dans le métro savent très bien que quand ils arrivent là, ils sont à Delta. Au radioguidage ou à la radio, on parle bien du carrefour Delta. Tout le monde sait où est Delta, personne ne sait qu'il y a une avenue Jules Cox et quelques autres noms de rues dans le quartier. Alors,
peut-être plus mineur comme réflexion, mais lorsque Hervé Asquin valide Maurice Carême, avant que Jos Chabert, qui lui était encore là pour, l'inauguration, alors que Asquin n'y était plus. Donc quand Hervé Asquin valide Maurice Carême, il insiste bien sur le Maurice. Il ne faudrait pas que la station s'appelle Carême, ce qui ferait penser aux jeunes catholiques, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, monsieur le ministre Asquin a bien insisté sur le Maurice qu'il ne fallait pas séparer, de Carême. Donc ça vous montre bien que les systèmes de valeurs, en l'occurrence ici d'un ministre, peuvent avoir leur influence jusque dans le nom choisi pour des stations de métro, à ceci près que les travaux durent toujours plus longtemps que ce qu'on imagine et que Hervé Asquin ne sera plus là et que le ministre suivant changera le nom avant l'inauguration. Mais dans l'intention, il s'agissait bien d'avoir Maurice Carême et pas seulement Carême. Alors on en vient peut-être au plus spectaculaire de nos clivages, qui est le clivage linguistique. Alors ça commence dès les années 70, lorsqu'on se met à faire des annonces sonores du nom des stations. Alors ça va faire beaucoup jaser. J'ai retrouvé dans les archives de la STIB quantité de lettres de gens mécontents, tant des francophones que des néerlandophones, qui se plaignent de la mauvaise prononciation du nom des stations, ou de la double prononciation qui vise à répéter en néerlandais des noms qui sont par essence francophones ou l'inverse. Donc les deux cas de figure se présentent. Et alors celui qui va être le plus actif pour contester et se plaindre d'usages linguistiques qu'il juge inappropriés est le bourgmestre Georges Désir, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, qui est une commune traversée par le métro sur toute sa longueur, bourgmestre FDF, donc vous imaginez à quel point il a pu être attentif. Et donc il se plaint, donc on est ici avec une lettre de la fin des années 70, il se plaint de Joséphine Charlotte, qui est répétée en néerlandais avec une prononciation un peu différente. Et alors je vous lis cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit que c'est un spectacle édifiant que de voir une bande de lycéens imitant en chœur la prononciation grotesque de la préposée aux annonces. Donc il avait du temps pour écrire des lettres de ce genre. Alors je peux vous en sortir une quinzaine sans aucun problème du même acabit. Donc monsieur Désir a beaucoup écrit à ce propos. Alors, faut-il d'abord nommer les stations en français ou d'abord en néerlandais ? Ça a beaucoup agité les neurones de beaucoup de monde, et donc on a fait un compromis, bien sûr. Et donc à Bruxelles, on alterne le français et puis le néerlandais, et pour la station suivante, le néerlandais et puis le français. Et donc vous avez, par exemple, Gare Centrale Station, la station suivante, Parc en néerlandais, et puis Parc en français, et puis on réinverse, et on fait comme ça tout le long. Ce qui, pour des gens qui habitent ici depuis longtemps, n'est pas un problème, parce que je pense que nos cerveaux sont formatés pour bien faire la différence entre le français et le néerlandais, mais ce qui est particulièrement perturbant pour des visiteurs étrangers qui n'y comprennent pas grand-chose. Alors, si vous regardez bien le texte, on utilise l'italique pour le néerlandais, mais vous devez expliquer à un visiteur étranger que lorsqu'il voit un texte dans le métro en italique, c'est du néerlandais, et sinon c'est du français. Personne n'y comprend rien. Et alors le vice est poussé dans les annonces sonores, pour les noms unilingues, à utiliser la voix flamande ou francophone à tour de rôle. Et donc par exemple, Malbec est néerlandais et puis français, donc Schumann va être prononcé par la voix francophone, Mérode va être prononcé uniquement en néerlandais, et plus deux fois comme dans les années 70 où on aurait eu Mérode, et puis donc Thieffry en français, Pétillon en flamand, Ankar en français, Delta en néerlandais, etc., etc. Donc tout ça a dû demander beaucoup de réunions probablement, et puis il faut programmer les ordinateurs qui font les annonces, et enregistrer avec la bonne voix, etc., etc. Donc ça a dû occuper beaucoup de monde pendant beaucoup de temps. Alors, Jacques Brel, pour une station dont on avait d'abord imaginé qu'elle s'appelle Grain d'Or,
Jacques Brel, c'est un choix qui peut paraître indifférent pour les francophones. Pour les Flamands, c'est une autre histoire. Et surtout, quand on baptise, début des années 80, une station Jacques Brel, 4 années après sa chanson sur les Flamingants, ça a fait débat. Et donc, la commission néerlandophone pour la culture de l'agglomération de Bruxelles va émettre un avis, tout ce qu'il y a de plus officiel, pour contester l'utilisation de Jacques Brel. Alors, pas à cause de sa chanson, mais tout simplement parce que Jacques Brel n'est pas présent dans la toponymie locale. Et c'est vrai qu'autour de la station de Jacques Brel, vous trouvez bien un boulevard Grindor, mais vous ne trouvez pas de Jacques Brel. Alors, il y a des gens qui ont fait des recherches et qui ont quand même trouvé des arguments. Et donc, la fameuse cartonnerie du père de Jacques Brel n'était pas loin de la station. Il semblerait que le tram 33 ne passait pas loin et que la fameuse friterie Eugène était dans le coin également. Donc, l'honneur est sauf et on peut dire que le quartier est imprégné de Jacques Brel néanmoins. J'ai essayé de retrouver cette fameuse friterie, mais donc, si quelqu'un peut me dire où elle était, parce que quand vous cherchez aujourd'hui friterie Eugène, vous en trouvez beaucoup. Et tout le monde se réclame de... Oui, madame, vous savez? Pardon? C'est près de la station. Ok. Christian, oui? J'ai l'explication. Ah. Il n'y a pas de friterie Eugène. Ah, ben voilà. En fait, c'est dans l'autre sens. Brel habitait effectivement à la cartonnerie, à côté de la cartonnerie de son père, Oui. et prenait le tram 33 pour aller à Boisfort, où il avait un oncle ou un cousin qui s'appelait Eugène et qui faisait des frites, mais qui n'avait pas une friterie. Il allait chez son oncle. Chez son oncle, ok. Donc, heureusement que je n'ai pas prétendu qu'il y avait une friterie Eugène, donc j'aurais été mal à l'aise. Il y avait une friterie à l'arrêt du tram 33. Oui, mais qui s'appelait pas Eugène. Mais Brel allait chez son oncle. Ok. Une commission. On devrait, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc la commission écrit et elle dit qu'il y a dissonance par rapport à la toponymie locale et donc ça sert de prétexte pour contester Jacques Brel. Alors, je vous disais que Georges Désir a beaucoup écrit. Il n'a pas aimé qu'il y ait une succession de noms à consonance néerlandophone sur sa commune. Et donc, alors il parle d'une flamandisation voulue. Je ne sais pas d'où il tient ça, mais d'après lui, il y a donc bien un complot néerlandophone derrière le choix du nom des stations. Comme m'a dit un haut fonctionnaire qui était responsable du métro pendant longtemps, qu'est-ce que je fais avec Gros de B? Qu'est-ce que je vais appeler ma station Ruisseau Rouge pour faire plaisir à Georges Désir? Voilà où on en est. Et M. Désir est allé jusqu'à critiquer le choix de Alma, qui vient évidemment du latin Alma Mater, et donc lui aurait voulu, donc c'est écrit noir sur blanc ici, il aurait voulu un nom strictement francophone, pas latin, francophone, et intraduisible pour honorer le campus des francophones chassés de Leuven. Donc même Alma, qui est pourtant tout sauf néerlandophone, même Alma ne trouvait pas grâce à ses yeux. Alors, le ministre Hervé Asquin avait imposé H. Erasme unilingue face à la STIB qui proposait Erasme Erasmus. Asquin a dit H. Erasme, c'est le campus de l'ULB, c'est une institution francophone. De nouveau, il n'était plus là pour inaugurer, donc le ministre suivant en est revenu à Erasme Erasmus comme aujourd'hui. Et puis alors le débat parmi les débats, c'est la fameuse station Crenem-Crenem. Station qui se trouve donc ici, aux portes de la limite de la région bruxelloise, survolue Saint-Lambert, pas très loin effectivement de la commune de Crenem, mais sur une avenue de Wezenbeek. Alors, la STIB propose Bornival, du nom de l'avenue de Bornival qui se trouve ici. Mais, alors ça c'est la ligne du temps de tout ce qui va se passer. La STIB propose Bornival et le ministre Chabert impose Crenem, avec un K, en 78. La station va être inaugurée 10 ans plus tard, donc on va avoir le temps d'en débattre. Donc voilà le courrier de M. Chabert, et il écrit
il écrit que et c'est ma décision. Voilà. Donc il apparaît dès lors tout indiqué et c'est ma décision de l'appeler Crenem parce qu'il y a une avenue de Crenem et de Wezenbeek tout près. Donc je ne sais pas alors, pourquoi pas Wezenbeek, mais bon, avenue de Crenem en tout cas. Et il dit que c'est une importante station de correspondance vers la périphérie et que donc pour lui l'ouverture vers Crenem dans le nom de la station ne pose pas de problème. On est alors qu'en 78, et donc les travaux vont prendre du temps, et donc l'histoire va continuer. Voilà, donc ça se répète. Alors, de nombreuses réactions. Le premier d'entre eux, c'est notre ami Georges Désir, qui bien sûr réagit. J'ai mis 78 ça veut dire qu'il en a écrit beaucoup. Alors en 81, la STIB revient à la charge avec Bornival auprès de Guy Spitals, qui a aussi été ministre des Transports, et qui accepte. Donc Spitals valide Bornival, mais lui non plus ne sera plus là pour inaugurer la station. Donc après lui, Herman de Croo réimpose Crenem, unilingue avec K, en 85. La STIB écrit et rappelle les inconvénients, et notamment le risque de confusion pour ce qui est de la localisation, puisqu'on a une avenue de Wezenbeek, que la commune de Crenem est un peu plus loin. Donc Georges Désir continue à écrire, là vous avez l'habitude, et il va chercher des analyses faites par des historiens, et donc on peut dire qu'un certain nombre de militants flamands et de militants francophones vont chacun aller chercher des historiens qui écrivent les choses qui les arrangent, bien entendu. Alors, les néerlandophones, qui s'inquiètent du dossier, vont trouver des historiens qui disent que les seigneurs de Bornival étaient bien implantés dans le coin de la station, alors que les seigneurs de Crenem, alors que les seigneurs de Bornival étaient surtout de la région de Nivelles, en fait, et qu'ils n'étaient pas si importants que ça dans le quartier. Bon, Georges Désir a trouvé d'autres historiens qui montrent que les Bornival étaient au contraire des grands seigneurs du coin, et pas du tout des petits seigneurs de la région de Nivelles, et que donc il y avait bien une assise historique de seigneurs Bornival dans la station, et que ça justifie fortement le fait de retenir Bornival pour le nom de la station de métro. Vous voyez qu'on remonte jusqu'au XVe siècle pour justifier un nom de station presque à la fin du XXe siècle. Finalement, en 88, on inaugure, donc on est un an avant la création de la région de Bruxelles-Capitale, on inaugure Crenem comme voulu par le dernier ministre national des Transports, avec une écriture unilingue et avec un K. 89, création de la région bruxelloise. Dans la foulée, alors le document n'est pas daté, mais il y a un communiqué de presse de Jean-Louis Theiss, Premier ministre bruxellois des Transports dans l'histoire de la région, pour annoncer que la station va être rebaptisée Crenem-Crenem, donc une fois avec K, une fois avec C et H. Et donc, à peu près au même moment, il y a un comité qui s'en émeut et qui conteste le fait qu'on ajoute une écriture que l'on dit francophone. Alors Jean-Louis Theiss joue carte sur table, il prévient, il ne demande pas l'avis, il prévient, c'est pas exactement la même chose, mais enfin il prévient la commission permanente de contrôle linguistique, donc la CPCL, du changement. Et alors, dans la foulée, deux citoyens, je n'ai pas été creusé pour voir qui sont les deux citoyens, mais je suppose qu'il va bien avoir des accointances avec l'un ou l'autre, deux plaintes sont déposées auprès de la fameuse commission. La commission étudie le cas et conteste l'utilisation de Crenem avec un C et avec un H, en développant une analyse comme quoi elle serait contraire à la législation en matière d'emploi des langues dans les questions administratives, notamment parce que dans la liste officielle des communes de Belgique, il n'y a pas de Crenem avec un C et avec un H, et dans la liste, il y a des listes judiciaires également, et là non plus, on ne trouve pas de traces de Crenem avec un C et un H. Alors là, un des hauts ingénieurs de la STIB descend sur le terrain pour aller voir les choses, et en fait, il constate qu'en français, il est bien écrit avenue de Crenem avec un K,
et pas du tout avec C et H. Et effectivement, si vous allez au cadastre, etc., vous allez trouver qu'à Woluwe-Saint-Lambert, il y a bien une avenue de Crénem avec un K, et pas du tout avec un C et un H, comme l'avait prétendu Jean-Louis Theiss dans son communiqué de presse de 1990. Et donc voilà, l'avenue de Crénem en question est ici. C'est effectivement la première rue que vous trouvez en sortant de la station. Avant ça, elle était plus grande, mais elle a été amputée par les travaux de la station en particulier. Mais donc il y a bien une avenue de Crénem, sans C, sans H, avec uniquement un K. Et donc, apparemment, le choix initial n'était pas si fou que ça, à supposer que que le nom de la station se réfère au nom de la petite rue qui se trouve juste là. Alors, 1990 toujours, l'administrateur directeur général de la STIB de l'époque impose de supprimer la mention Crénem avec C et avec H, et Jean-Louis Theiss rappelle à l'administrateur que c'est lui le chef et que c'est le ministre qui dispose en dernier recours et que donc il n'est pas question de modifier le nom de la station. On en reste donc avec Crénem avec un C et un H. Jean-Louis Theiss conteste également l'avis de la fameuse commission permanente de contrôle linguistique en disant que Crénem n'est pas du tout la traduction francophone de Crénem avec K, et que c'est simplement un nom. Voilà, il a pris une vieille orthographe néerlandophone. Donc il a ajouté l'ancienne orthographe flamande de Crénem, et donc il ne faut pas y voir un symbole linguistique. Et alors, surprise, le ministre flamand des Transports de l'époque, qui était quand même Volksuni, abonde dans le sens de Jean-Louis Theiss et dit effectivement que Crénem avec C et H, ce n'est pas du français, c'est du vieux flamand, et que donc il ne voit pas où est le problème. Donc vous voyez que même un Volksuni n'a pas vu de problème à une mention avec C et H. Alors, il y a un peu Brigitte Groels qui prend le relais de Georges Désir pour ce qui est d'écrire ou poser des questions. Donc, Madame Groels pose une question parlementaire à Jean-Louis Theiss, on est déjà en 92. En 93, la commission permanente confirme que Crénem ne trouve pas grâce à ses yeux. Alors, l'ASTIB, pour essayer de sortir de tout cela, en 95, l'ASTIB propose à Hervé Asquin de choisir entre Crénem unilingue avec K, Bornival ou Mounier, puisqu'on a l'avenue Mounier qui passe derrière. Hervé Asquin ne fait rien. En tout cas, je n'ai pas trouvé de traces dans les archives. Madame Groels continue à poser des questions. Donc, comme on change de ministre, elle peut reposer sa question parlementaire. Le ministre Asquin, en 1997, finit par demander à la STIB de se conformer à l'avis de la commission. Et donc, la STIB propose d'en revenir à Crénem unilingue avec K. Pour autant, rien ne se passe. En 1999, c'est le gouverneur de la province de Brabant flamand qui relaie deux plaintes qu'il a reçues de citoyens habitant à Crénem. Et donc il écrit à Jos Chabert, qui est redevenu ministre des Transports, régional cette fois-ci, en disant que ça ne va pas avec ce Crénem, avec C et avec H. J'ai écrit Asquin, mais je pense que j'aurais dû écrire Jos Chabert, il faudrait que je vérifie. Mais donc Brigitte Groels, en tout cas, repose une question parlementaire. Et donc en 2003, Jos Chabert... la STIB demande cette fois-ci à Jos Chabert de trancher la question et rappelle sa suggestion d'en revenir au Crénem unilingue avec un K. Il ne se passe rien, et puis surprise, Madame Groels est elle-même ministre des Transports, et elle ne fait rien, et elle garde l'appellation Crénem, malgré toutes les questions parlementaires qu'elle avait posées. Donc finalement, on en reste avec Crénem multilingue, ou je devrais dire néerlandophone et néerlandophone, simplement ancienne et nouvelle orthographe, même si l'ancienne orthographe est celle qui est utilisée par les francophones. Voilà, j'en arrive aux conclusions. Baptiser une station un acte anodin, je pense avoir fait passer le message que pas toujours, parfois oui, parfois non. Alors j'ai essayé de faire un décompte, c'est pas évident, mais je pense qu'on peut dire que sur 69 stations, il y en a un gros 60% où le nom a coulé de source, où la toponymie locale était suffisamment claire et puissante pour
pour imposer un nom à la station sans discuter. Et je pense aussi qu'à peu près la même proportion, mais sans que ce soit exactement les mêmes stations, la même proportion de stations ont pu être décidées sans qu'il y ait le moindre débat. Et donc personne n'a contesté 2 mai, même si ce n'est pas une grande rue, etc. C'est une petite rue sur le côté, on a pris 2 mai et puis c'est tout. Ça n'a pas fait débat, et donc voilà. Mais donc il y a quand même le symétrique, hein, donc presque 40% des cas où le nom n'a pas été spécialement facile à trouver et où il y a eu des débats, et parfois des débats assez longs et virulents, comme avec Stockel versus Hergé ou Krenem dont je viens de parler. Donc en conclusion, je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a des systèmes de valeurs qui sont ceux, si vous voulez, des élites en place, que ce soit au gouvernement ou à la STIP, qui se sont transmis inévitablement dans le nom des stations de métro. Alors, je ne dis pas que cette transmission est nécessairement consciente. Je pense que les systèmes de valeurs peuvent être des choses qui sont enfouies dans l'esprit sans qu'on doive spécialement y réfléchir. Mais lorsqu'on prend Hôtel des Monnaies et qu'on ne prend pas Vismet, cela peut se faire inconsciemment, mais c'est quand même bien un système différencié de valeurs qui s'exprime. Alors, il y a bien eu des conflits pour un certain nombre de stations de métro, et je pense que ces conflits, d'une certaine manière, ils restent quand même discrets, ils restent policés. Ce sont des courriers qu'on s'échange. Éventuellement, on hausse un peu la voix au Parlement. Enfin, il n'y a quand même pas eu de manifestation. La population n'a pas pris part à ces débats. À Istanbul, par exemple, la population prend part au débat sur le nom des stations de métro de manière beaucoup plus passionnée qu'à Bruxelles, semble-t-il. Je pense qu'à Bruxelles, la plupart des citoyens attendent de voir quel sera le nom, et puis c'est tout. On ne s'en inquiète pas, vraiment. Et puis voilà, je voudrais rappeler le fait qu'il y a des relations croisées entre l'identité toponymique d'un quartier et le nom d'une station. Dans un certain nombre de cas, le nom du quartier est donné au nom de la station, et la station renforce donc l'identité toponymique du quartier. Dans d'autres cas, on est dans la situation inverse. Le nom de la station va donner une nouvelle identité toponymique au quartier, comme c'est le cas avec Mérode, par exemple. Et dans d'autres cas, pour toujours, le nom de la station ne correspond pas à l'identité des lieux. Je pense que la station Horta, au lieu de Barrière de Saint-Gilles ou Van Menem, en est un exemple type. Et donc tout le monde continue à parler du quartier de la Barrière et pas de Horta. Et donc dans ce cas-là, l'identité toponymique du quartier est finalement plus forte que le nom de la station de métro. Voilà. Alors si vous voulez en savoir plus, il y a dans le dictionnaire d'histoire de Bruxelles qui a été dirigé et édité par Serge Aumain et d'autres collègues historiens, il y a pour chaque station de métro une petite notice qui explique pourquoi ce choix, et que j'ai eu le plaisir de rédiger. C'est en fait de ce dictionnaire que découle ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On m'avait demandé si je voulais bien écrire une notice pour chaque station. J'avais dit oui en pensant que j'allais aller voir un plan des rues et qu'en 2 jours, l'affaire serait réglée. Ça m'a en fait pris des semaines, si pas des mois, pour régler tout cela. Et puis il y a un article qui a été publié dans la revue belge de géographie, qui est aujourd'hui accessible librement en ligne, dans un numéro de 2010 consacré aux villes et grands équipements de transport. Alors cet article date d'avant ma consultation des archives de la STIP, donc il faudrait sans doute que j'en réécrive une nouvelle version. Donc c'est plus détaillé que l'exposé d'aujourd'hui pour certains éléments, mais moins riche parce qu'il manque la consultation des archives de la STIP. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai content d'essayer d'y répondre.